Pablo et Pierre-Marie, peut-être prenez 1 ou 2 minutes pour vous présenter un petit peu plus longuement et présenter votre entreprise. Allez-y Pablo, normalement. Allez-y, ça marche. M'entends ? Oui. Oui, allez-y. Mettez bien le micro bien proche. Ouais, donc Pablo Ramirez, je suis donc responsable avant-vente, développement de business pour Framatome Cybersecurity. Donc voilà, en charge de une offre de produits et services autour du maintien en conditions de sécurité. Voilà. Pierre-Marie. Enchanté. Bonjour, Pierre-Marie Laure. Donc actuellement, je suis directeur des services et des systèmes de contrôle commande et d'instrumentation nucléaire chez Framatome. Donc Framatome, on est un OEM, on a un équipementier de systèmes. On fournit des systèmes pour les centrales nucléaires de la flotte française et puis à peu près 1/3 des centrales dans le monde, dont la partie contrôle commande, c'est-à-dire le cerveau des réacteurs nucléaires. Alors, le maintien en conditions de sécurité, Pablo, peut-être une petite définition pour commencer. Alors, le maintien en conditions de sécurité, je dirais que c'est le fait de, je dirais, maintenir ce niveau de sécurité à un certain niveau acceptable tout au long de la vie de l'infrastructure. C'est-à-dire que depuis la conception, en passant par le déploiement, la mise en place, l'exploitation d'une solution, et puis même le décommissionnement. Donc tout au long du cycle de vie de cette infrastructure, de ces produits, en fait, l'objectif c'est de voilà, maintenir ce niveau qui va progressivement décroître avec le temps, avec l'apparition de nouvelles vulnérabilités, avec l'installation de nouveaux équipements sur les réseaux. Donc en fait, voilà, l'objectif c'est maintenir à un niveau acceptable cette protection ou cette exposition en fait au risque cyber. Et ça, on le fait par plusieurs manières. Donc voilà, soit en analysant les vulnérabilités. Voilà. On va y venir, effectivement. Vous êtes membre, Pablo, du GIMELEC. Peut-être un mot du GIMELEC, et puis après on va parler du livre blanc que le GIMELEC a publié. Oui, tout à fait. Donc, le GIMELEC, c'est une association d'électriciens française. Et donc, dans ces cadres-là, on a pu rédiger un livre blanc sur le maintien en conditions de sécurité. Donc, alors, les 4 grandes parties, il y a 4 piliers dans ce livre blanc. Peut-être on va commencer par le premier pilier. Oui, tout à fait. Donc, il y a 4 piliers. On comprend le maintien en conditions de sécurité comme une sorte de processus continu qui est jusqu'à l'infini, hein, finalement, parce qu'en fait, il faut maintenir ce niveau d'exposition cyber à un niveau acceptable. Et donc, en fait, ce premier pilier, c'est effectivement tout d'abord l'inventaire. Voilà, il faut savoir est-ce qu'on a sur notre infrastructure, est-ce que avoir cette vision métier, cette vision infrastructure, et cette vision application aussi. Donc, il y a différentes visions en fait pour avoir un inventaire bien complet et pouvoir le sécuriser par la suite, quoi. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est de bien connaître son SI, c'est ça, hein? Voilà, connaître son SI, connaître l'inventaire, savoir quels sont les différents éléments qui sont potentiellement cachés, des fois, qu'il faut identifier. Et deuxième pilier, ça serait quelles sont les vulnérabilités et les patchs, ou les correctifs, en fait, qu'on peut appliquer à nos équipements pour pouvoir les défendre et maintenir ce niveau de sécurité à un niveau acceptable. Et troisième pilier, c'est plus voilà, comment élaborer mon plan de remédiation, quelles sont les actions à suivre pour augmenter ce niveau d'exposition cyber. Et puis le quatrième pilier, c'est plus un pilier plutôt opérationnel. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quelles sont les mesures de contournement, quelles sont les mesures des corrections des vulnérabilités, et comment on les applique, comment on gère nos backups. Voilà, c'est un certain nombre d'opérations à prendre en compte pour appliquer cette remédiation, quoi. Pierre-Marie, vous voulez réagir par rapport à ces 4 piliers ? 4 piliers essentiels qu'on met en œuvre à un moment précis
Le MCS, il débute dans la phase de design où on va définir la politique et la cartographie des systèmes, maîtriser son système comme le mentionnait Pablo. Donc on le fait déjà dès la phase du cycle en V, la phase de conception en quelque sorte, et puis le MCS en tant que tel, concrètement, il commence à la phase de garantie quand le système est livré. La maîtrise d'ouvrage transmet le système à l'autorité utilisatrice, et là débute le MCS, le maintien en condition de sécurité, donc dont le challenge, c'est vraiment la durée, c'est de tenir le niveau de sécurité dans la durée. Donc, comme Pablo le signalait, le niveau de sécurité, il va progressivement se dégrader, c'est naturel. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des nouvelles pratiques, par exemple, du jour au lendemain, liées à une pandémie, au hasard, on va avoir des actions qui vont être réalisées à distance, des nouvelles actions de télémaintenance, donc c'est-à-dire un changement d'organisation, peut-être un nouveau prestataire, un nouveau sous-traitant, sans doute des nouvelles vulnérabilités qui vont apparaître aussi. Donc, naturellement, le niveau de sécurité va se dégrader. Donc, tout l'enjeu, c'est de le maintenir dans un niveau acceptable et de se re-questionner, par exemple, pour des systèmes qui sont réglementés, type loi de programmation militaire ou autre. Vous avez une obligation de réhomologuer, de réévaluer ce niveau de sécurité tous les 3 ans. Pour des systèmes moins critiques, ça peut être 5 ans, enfin, c'est à définir, c'est une question de gouvernance. Et puis donc vous allez re-questionner ce niveau de sécurité. Donc ça peut être par des audits organisationnels, ça peut être par des audits techniques. Et puis ensuite, sur une analyse de risque, un type EBIOS, pourquoi pas, ou autre, hein, dans le domaine OT, Operational Technology, dans le domaine industriel, en plus on va gérer l'interface sécurité-sûreté. Et on va donc re-questionner les barrières qu'on a mises en place, les barrières organisationnelles. Et puis les barrières techniques, on pourra revenir sur certaines d'entre elles, comme la gestion des vulnérabilités, la détection. Mais c'est vraiment du sol au plafond, et comme le mentionnait Pablo, l'enjeu, c'est de maintenir dans la durée. Dans les centrales nucléaires, en plus, on le voit particulièrement avec la prolongation des durées de vie, pas seulement en France, hein, aux États-Unis aussi, 40, 50, 60, 80 années. Et donc il faut tenir le niveau de sécurité, en plus de gérer l'obsolescence. Ce qui est important de bien comprendre dans le maintien en condition de sécurité, c'est que c'est une démarche continue, véritablement. C'est ça. On a des actions qui peuvent être ponctuelles, je reviens très brièvement. On va faire un audit, on va faire une réhomologation, on va à nouveau réaccepter les risques, on va faire des formations, des sensibilisations, et puis on a des actions qui s'inscrivent dans la durée de manière continue. Notamment parmi celles-ci, la maîtrise de la cartographie de son système. Donc ça, il y a des outils qui permettent de le faire. Il y a des équipes qui sont spécialisées aussi. Mais vraiment, dans les interventions précédentes, on parlait de la SBOM, de la Software Bill of Material, vraiment son architecture. Ça, c'est une maîtrise indispensable d'avoir sur son SI, IT ou OT. Ça, c'est évident. Après, on a toute la partie gestion des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à faire matcher finalement les vulnérabilités qui apparaissent dans le marché auprès des vendors qui publient leurs vulnérabilités, certains centres experts également. Et puis, on fait matcher cette base de données-là avec la liste des actifs qu'on a dans son propre écosystème. Ensuite, on va chercher, par exemple, à patcher. Donc, ça peut être une option des remédiations. Quand on a une vulnérabilité, vous savez que toutes les entreprises ont une dette, ce qu'on appelle une dette de vulnérabilité. On va chercher à les patcher, par exemple, c'est un aspect. Ça peut être également mettre en place une surveillance particulière, virtualiser certains services, attendre de gérer l'obsolescence, etc. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on fait dans la continuité. On veille aux vulnérabilités, puis après il y a des analyses plus fines qui permettent d'y remédier. Et puis il y a quelque chose qui est tout à fait particulier dans les systèmes industriels qui nous intéressent aussi, c'est la détection en temps réel, la détection des potentielles attaques, des intrusions, des événements, qui ne sont pas toujours aussi simples à qualifier, entre guillemets, que dans l'IT. Il va falloir qualifier est-ce qu'une origine malveillante d'un événement qui apparaît sur un système industriel. Mais cette surveillance, elle apparaît en continu. Et elle est nécessaire de le faire en continu. On a vu par exemple des exemples, de certaines attaques
Je pense à Oldsmar, vous savez, cette entreprise américaine qui distribuait de l'eau et dont les mélanges gazeux, notamment hydroxyde et peroxyde de sodium, ont été modifiés. Ils ont pu réagir à temps parce que justement, ils avaient mis en place une détection temps réel. Voilà, ça c'est de l'action continue qui doit se faire dans la durée avec une capacité de réaction qu'on maintient au mieux. Pablo, cette démarche continue, elle est vraiment centrale? Oui, oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre-Marie disait. En fait, le fait que la démarche elle soit continue, ça implique une certaine gouvernance, une certaine application dans les politiques de sécurité de l'entreprise, en fait. Et donc, une organisation autour de ça, et surtout une coordination entre les équipes plutôt industrielles, les équipes plutôt cyber, ou les équipes cyber-industrielles. Donc là-dessus, je dirais qu'il y a pas mal de choses à dire, parce que finalement, ces équipes-là, des fois, ils proviennent des cultures différentes, et il faut les mettre en musique pour que cette démarche elle soit vraiment continue, en place et durable, en fait. Voilà. Pierre-Marie, question un peu provoque, peut-on se passer du maintien en conditions de sécurité? Et si on s'en passe, quels sont les risques? Alors on peut essayer pour voir ce que ça donne. Le risque premier, c'est qu'on perd la maîtrise de son système, bien sûr. Il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer, et ça se voit, hein, je veux dire, ça se mesure. Le risque, c'est déjà qu'on transforme un investissement qu'on a fait dans son cycle en V que j'évoquais tout à l'heure, dans sa phase de conception, l'investissement qu'on a fait en cyber by design, risque de se transformer en coût. On risque de perdre son investissement et puis finalement d'avoir une somme d'architecture et de solutions qui sont là, mais qu'on ne sait plus opérer, qu'on ne sait plus maîtriser. Donc on perd la visibilité sur son système. On perd la maîtrise des coûts aussi, hein, donc comme je disais, on transforme un investissement initial en coût ensuite et en perte de maîtrise globale. Et puis donc je reviens également sur ce phénomène d'érosion de la sécurité qu'on veut maintenir à un niveau acceptable. On peut accepter que voilà, dans le temps, il y ait une évolution, nonobstant le fait qu'on maintienne des systèmes de surveillance en continu, mais on peut accepter qu'il y a cette érosion de la sécurité, mais tout en le maintenant à un niveau acceptable. Ce qui risque, c'est que finalement, on percute le seuil de ce niveau acceptable et qu'on arrive sur des attaques qui ont affecté tout un tas de systèmes industriels avec des conséquences sur la vie des gens, que ce soit la distribution de l'eau, comme j'évoquais tout à l'heure, les hydrocarbures, les perturbations énergétiques, et puis plus largement un problème de confiance dans la tech. Pablo, vous voulez réagir? Oui, oui, tout à fait. En fait, je dirais que toutes les politiques de maintien en conditions de sécurité sont souvent difficiles à appliquer parce que finalement, au sein de l'entreprise, on est confronté à des cultures un peu différentes. Des gens qui ont des backgrounds différents. Et en fait, ce maintien en conditions de sécurité, ça va permettre aussi d'harmoniser en fait ou d'accorder les différents violons des différentes personnes et finalement maîtriser, en fait, prendre un contrôle, comme disait Pierre-Marie, du système et savoir vers où on va, savoir à quel risque on est exposé et prendre des décisions en fonction de ça. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas à quel niveau des risques on est exposé, on ne sait pas en fait, quelles sont les mesures à appliquer et s'il faut bien les appliquer ou pas. Donc en fait, effectivement, le danger de ne pas appliquer du MCS, c'est tout à fait exposer son infrastructure à un risque non acceptable, en fait. Pierre-Marie, concrètement, Framatome, le MCS, comment l'applique-t-il? Une bonne approche, c'est de jamais oublier qu'on ne travaille pas en cybersécurité pour la cybersécurité, on travaille avec les métiers. Et donc vraiment s'inscrire, on le ressent bien, je pense, chez Framatome, parce que quand on intervient sur une centrale nucléaire, on intervient sur des phases qu'on appelle par exemple grand carénage ou des visites décennales. Certains arrêts de tranche également. Donc c'est vraiment des créneaux qui sont dédiés pour le MCO. Hein. Le MCS, il s'inscrit dans une politique plus générale de maintien en conditions opérationnelles, donc gestion de l'obsolescence,
remplacement d'équipements, etc., upgrade du point de vue de la safety. Et nous, la cybersécurité, on s'inscrit dedans, mais sans être... voilà. Donc, ce qui est nécessaire de tenir compte, si on veut extrapoler un petit peu, c'est de tenir compte des contraintes du métier. Voilà. Ok. Et même question. Oui, allez-y, Pablo. Oui. Oui, non, mais juste pour abonder un peu dans le sens de Pierre-Marie, je pense qu'effectivement, nous, dans le domaine du nucléaire, on implémente des systèmes de NCS et qui sont, je dirais, dédiés au monde du nucléaire et qui n'est pas forcément tout le temps extrapolable à d'autres industries, mais par contre, on a des méthodes et je dirais des expériences qui peuvent très bien s'appliquer à d'autres domaines. Malgré ça, voilà, il y a une certaine adaptation parce que effectivement, le monde nucléaire est assez particulier, sur des durées de contrats 60, 90 ans. Voilà, c'est des longueurs, des contrats très très longues et qui n'est pas forcément le cas dans d'autres industries critiques en fait. Donc voilà. Et donc même question, Pierre-Marie, comment appliquez-vous le MCS, mais cette fois-ci pour vos clients? Alors pour nos clients, il est en général embarqué par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure sur ce qu'on appelle dans le nucléaire, en tout cas les LTO, LTSA, Long Term Support Agreement, Long Term Operation, donc avec cet enjeu de maintenir dans la durée cet effort. Donc soit on fournit des briques technologiques pour nos clients qui ont par ailleurs des centres de services qui sont à même de les opérer, soit ce qui apparaît de plus en plus, c'est qu'en raison des ressources qui sont contraintes, d'une manière générale sur la cybersécurité, nous on a cette capacité à avoir chez Framatome pu fédérer un grand nombre d'expertises. On a maintenant des filiales qui sont expertes soit dans la gestion des vulnérabilités comme CyberWatch, soit dans la gestion de la détection des systèmes et de la détection des événements particuliers avec Alentis. On est plus de 250 experts, donc on apporte cette couche de service et cette expertise qui manque cruellement à certains de nos clients. Donc ça peut être des briques techno, mais nous on n'est pas persuadés que la cybersécurité, et en particulier le MCS, soit techno-centré uniquement. On apporte justement cette couche de service et d'expertise avec une surveillance en continu également du contexte beaucoup plus global, avec une approche CTI également, Cyber Threat Intelligence, qui fait qu'on surveille le contexte, l'actualité des menaces pour fiabiliser les scénarios, prioriser là aussi où est-ce qu'on veut faire du MCS. On ne va pas faire du MCS partout de la même manière, il faut que ce soit hiérarchisé, priorisé, en fonction, encore une fois, des contraintes opérationnelles et métiers, et puis en fonction pondérée par le contexte de la menace. Pablo ? Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que nous, je pense qu'on a les mêmes problématiques que nos clients. Grosso modo, on gère des risques et on a besoin de produire. Et dans le monde du nucléaire, c'est encore plus vrai, puisqu'en fait, cette production, elle est vraiment en continu. On ne peut pas l'arrêter quand on veut. Donc en fait, c'est cette continuité de la production et cette gestion du risque en parallèle sont des problématiques qu'on retrouve aussi chez nos clients. Et voilà, c'est là qu'on peut... Voilà, je pense que dans le cadre du développement aussi, c'est des choses qui ont été évoquées. Hein. C'est voilà, comment, je dirais, comparer ou faire marcher une demande en production continue avec une gestion du risque adéquate. On va prendre dans quelques minutes les questions du public. Vous pouvez préparer vos questions. J'ai encore une question, elle concerne la réglementation. Comment le MCS s'intègre-t-il parfaitement ou pas parfaitement dans les réglementations actuelles de type NIS 2 ? Ouais, je peux répondre sur la partie NIS 2. Le MCS, il est quasiment omniprésent, il est quasiment dans toutes les règles. Il est cité, je crois, 32 fois dans le projet de loi de transposition qui verra peut-être le jour au mois de juin. Donc oui, de toute façon, c'est une prise en compte, déjà dans la NIS 1, y compris dans la loi de programmation militaire pour certains systèmes plus sensibles. Donc oui, alors après, on ne va pas se contenter d'une approche par conformité dans les secteurs critiques, dans les systèmes industriels.
L'approche par conformité permet de traiter les risques de manière un peu générique, mais on va avoir vraiment également une approche basée sur les risques, comme j'exprimais tout à l'heure. Ça, on le voit tout à fait dans la gestion des vulnérabilités. On ne prend pas une vulnérabilité comme ça avec un score CVSS de haut niveau pour ensuite la retransférer à nos clients. On va au contraire la contextualiser. On va trouver les solutions de remédiation qui ne sont pas simplement de patcher. Patcher peut-être, mais vérifier la non-régression aussi certainement. Mais il y a plusieurs stratégies de mise en œuvre. Donc voilà, il faut vraiment arriver avec cette couche d'expertise, une approche par conformité pour traiter les risques génériques, mais également une approche basée sur les risques pour optimiser ses efforts. Pablo, vous voulez répondre? Oui, tout à fait. Alors c'est un concept qui existait déjà lors de l'ANIS, la première version de l'ANIS et les arrêtés sectoriels, ainsi que dans la LPM. Donc le maintien en conditions de sécurité, même s'il n'y avait pas cette composante un peu d'obligation, comme on la retrouve aujourd'hui en NIS 2. Mais oui, effectivement, disons que ce concept-là, il a un peu évolué. Aujourd'hui, dans la NIS 2, ce qu'on voit dans la directive européenne, hein, l'article 21, c'est que voilà, c'est cette gestion de risque, cette gestion de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement. Et tout ça, ça fait partie du maintien en conditions de sécurité. Il y a même un chapitre spécifique sur les vulnérabilités. Donc voilà, on sent qu'il y a une continuité dans la régulation et qu'on va vers une façon un peu plus imposante, un petit peu pour en fait encourager les acteurs, les opérateurs à appliquer le maintien en conditions de sécurité. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, merci. Est-ce que vous avez des partenariats avec des grands acteurs qui, eux, ont justement des matériels, je pense au son de Nozomi par exemple. Est-ce que vous avez des collaborations pour définir une sorte de mémo important pour les équipes? Est-ce que vous laissez des traces incluant en fait tous les grands partenaires finalement dont on ne peut pas se passer quand on veut vraiment savoir ce qui se passe? Merci pour cette question. Je me permets de répondre, Pablo, mais tu complètes si tu veux. Non seulement alors, on a des collaborations, mais parfois on va plus loin que ça, puisque dans certains cas, on veut préserver certaines briques technologiques. Donc des filiales que je mentionnais tout à l'heure, qui travaillent avec nous à Lentis sur la détection cyber des menaces, depuis le 4 novembre précisément 2024, parce que justement, on veut sécuriser des briques technologiques qui, en plus, sont souveraines au regard de nos activités. Alors, ce qu'on développe en plus dans le domaine industriel, c'est là que c'est intéressant de faire le lien avec les métiers, c'est des capacités de détection des événements, mais il faut pouvoir le faire à des couches très basses, et y compris sur des systèmes de contrôle-commande nucléaire. Il faut pouvoir le faire avec la bonne échelle de temps. C'est bien de le faire à 50 millisecondes, mais c'est mieux de le faire à la milliseconde. C'est bien d'avoir une compréhension, enfin avoir des outils qui sont capables de faire de la description de la compréhension protocolaire, c'est-à-dire de rentrer très bas dans les couches, ce qui apporte un gain par rapport aux métiers également, qui ont besoin finalement de qualifier certains événements du point de vue d'une non-performance, de l'obsolescence, de la maintenance préventive, prédictive, donc il y a un gain, y compris pour les métiers. Et puis en plus, nous, on a développé une couche qui permet de qualifier certains incidents comme étant d'origine éventuellement malveillante pour pouvoir alerter toute la chaîne de commande chez nos clients. Pablo, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste rajouter le fait qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde de la cyber, je pense qu'on ne peut pas se passer de partenariats ou de connexions avec d'autres acteurs. On ne peut pas faire toutes les technologies, on ne peut pas créer ou développer toutes les solutions. Donc en fait, aujourd'hui, les interfaces sont vraiment quelque chose d'important. Pouvoir s'interfacer avec des solutions qui font de l'inventaire ou des solutions qui font des vulnérabilités. Pour moi, c'est un peu la clé du succès peut-être. Donc voilà, oui, effectivement, c'est quelque chose que, bon, chez Framatome on le fait, mais d'autres sociétés le font aussi. Et c'est dans ces connexions-là qu'il y a peut-être de la valeur, et puisque voilà, on n'a pas des ressources illimitées pour faire toutes les solutions, quoi.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Bonjour. Vous avez parlé de vos experts en Cyberwatch et CTI. Quelle est votre politique de recrutement, de formation pour avoir justement ces experts? Surtout, quelles sont les compétences que vous visez, en plus de la partie cybersécurité, puisqu'il y a un impact de connaissances business pour pouvoir travailler sur l'analyse de risque? Merci, bonne question. Là aussi, je me permets, Pablo, n'hésite pas. Alors, dans du contrôle-commande nucléaire, déjà, rien que l'intitulé est assez dense, donc on cherche les moutons à 5 pattes, voire plus. C'est-à-dire des gens qui sont experts d'un contexte industriel, d'un contexte nucléaire, d'un contexte contrôle-commande. Donc, c'est-à-dire que vous avez des aspects purement safety. On va t'orienter FMDS, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité. De notre côté, l'interface avec la sécurité, le DICT que vous connaissez, disponibilité, intégrité, confidentialité, et puis surtout la partie traçabilité, les logs sont hyper importants. Donc, effectivement, et donc des personnes qui sont compétentes aussi en cybersécurité, accessoirement. Donc ça veut dire qu'on cherche vraiment cette hybridation des talents chez nous. Et donc il y a plusieurs manières de le faire. Soit on trouve des talents qui ont un parcours professionnel suffisamment diversifié pour l'apporter. Donc on peut avoir des profils assez atypiques. Et aussi beaucoup de reconversions internes. Beaucoup de gens qui viennent du contrôle-commande, qui sont experts sur des systèmes d'instrumentation. Aussi, on a la chance d'avoir des technos quand même qui durent, et donc de réussir à préserver cette expertise. Donc ça peut être des talents internes aussi, à qui on va apporter une couche cybersécurité pour les faire continuer à progresser dans cet écosystème cyber. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question, surtout notamment pour le contrôle-commande ou l'instrumentation. On trouve de plus en plus maintenant des équipements qui sont hors réseau, hors ligne, qui sont isolés, donc d'où l'importance aussi de l'inventaire pour savoir que ces équipements sont bien là, surtout dans les domaines critiques. Moi, la question que j'ai, c'est comment vous pensez réaliser du MCS sur ces équipements qui sont isolés et qui sont très critiques. Donc on peut mentionner les ANFL, les automates, des PC de maintenance qui sont isolés. Voilà. Vas-y. Ouais, merci pour la question. En fait, différentes manières d'aborder ces points-là, mais principalement le fait que voilà, il faut pouvoir accéder à ces équipements-là d'une autre manière. Effectivement, s'ils ne sont pas connectés, on va pouvoir répertorier des informations qu'on trouve dans des fichiers divers et variés, ou alors extraire les informations des actifs d'une certaine manière, avec des configurations, les sauvegardes qu'on peut avoir. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui demande une sorte d'action ponctuelle. Mais après, ce qui est un peu plus challenging, je dirais, c'est le fait de maintenir dans le temps ces informations-là. Et donc, voilà, c'est des systèmes hors ligne qui permettent de mettre à jour les informations, en fait. Mais on ne pourra jamais avoir le même niveau de fraîcheur d'informations qu'on peut avoir sur des équipements qui sont connectés. Donc voilà. Après, il y a des équipements qui sont vraiment isolés, difficiles d'accès. Dans le monde du nucléaire, on a beaucoup d'exemples sur ça. Donc en fait, voilà, le fait de pouvoir peut-être les segmenter ou les isoler, ça permet aussi de limiter le risque. Voilà, je dirais que c'est ces deux choses-là, c'est-à-dire faire un inventaire ponctuel et essayer d'avoir des informations à jour le plus possible, et puis appliquer des mesures de contention et d'isolement pour limiter le risque. Pierre-Marie ? Oui, merci pour votre question. Donc, les systèmes, alors on pourrait penser que certains systèmes de contrôle-commande sont isolés, c'est le cas quand même, on parle beaucoup de systèmes standalone, mais il ne faut pas s'arrêter là et se dire, bon, les systèmes ils ne sont pas connectés, évidemment ils ne sont pas connectés au web,
Et donc, il ne se passe rien. Donc merci pour votre question, parce que en fait, on se rend bien compte qu'il peut malgré tout y avoir des effets de bord, hein, sur des systèmes qui sont dits standalone, non connectés. On l'a vu par exemple avec l'attaque sur Norsk Hydro, c'est le géant de l'aluminium norvégien, c'était en 2019. Ils se sont fait attaquer par l'IT, et pourtant ils ont passé toutes leurs usines en mode manuel, parce que justement ils n'étaient plus en mesure d'avoir les données de logistique qui permettaient de faire tourner leurs usines. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des effets de bord, il peut y avoir malgré tout des mises à jour, là aussi du maintien en conditions opérationnelles qui peut avoir un impact sur le maintien en conditions de sécurité. Donc on vient avec des périphériques amovibles, on vient mettre à jour les firmware, et puis finalement c'est vrai qu'on n'a pas un système connecté de manière synchrone, il l'est de manière asynchrone. Il peut y avoir également un certain nombre d'interventions programmées, de supply chain. Il peut également y avoir de la menace interne. Donc il ne s'agit pas de se regarder avec un air méfiant entre tous les collaborateurs, mais malgré tout, on peut faire face à des menaces étatiques qui cherchent à pénétrer les systèmes, y compris dans les organisations humaines. Donc c'est une très bonne question de soulever cet enjeu des systèmes contrôle-commande dits non connectés. Très bien, merci pour vos questions. Merci messieurs, on peut vous applaudir également. Merci. Et voilà, j'ai encore 1 minute de votre attention à vous demander. J'ai une annonce à faire. Je vous informe que les 22 et 23 mai prochains se tiendra au Creusot la première édition du Forum InCyber des territoires, un événement dédié à la cybersécurité industrielle, mais aussi à la transformation numérique des territoires. Cet événement est organisé par le Forum InCyber et la communauté urbaine Creusot-Monceau. Il vise à fédérer les acteurs publics et privés autour d'une ambition commune, bâtir des écosystèmes numériques résilients, ancrés dans les réalités locales et tournés vers l'industrie 4.0. Voilà, donc on vous donne rendez-vous les 22 et 23 mai prochains pour cet événement, donc Forum InCyber des territoires. Et Framatome sera partenaire. Ok, très bien, parfait, merci beaucoup.